Dans l'actualité de ce mercredi 8 août, alerte à la pollution. La procédure d'alerte passe au niveau 2. L'Agence régionale de santé donne ses recommandations. Les personnes fragiles doivent être vigilantes. Ils sont motivés, jeunes et veulent servir sur le drapeau tricolore. 4 Guadeloupéens ont signé un contrat d'engagement avec l'armée de l'air ce matin. Après l'annonce d'une éventuelle procédure de licenciement collectif, les agents hospitaliers de la clinique Sainte-Marie sont dans l'attente. Ils réclament plus de transparence de la part de leur direction. Leur avocat est sur notre plateau pour en parler ce soir. Enfin, le club franciscain est au Costa Rica pour jouer le match retour des 8e de finale de la CONCACAF. Coup d'envoi dans 1 heure. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Et ça continue. La Martinique fait face à un pic de concentration en particules fines depuis plusieurs jours. L'ARS a décidé d'enclencher ce matin le niveau 2 de la procédure d'alerte. Prendre l'air et multiplier les efforts physiques n'est pas recommandé, surtout pour les personnes considérées comme fragiles. Le point sur les recommandations à prendre avec Emma Bernard. Dans cet EHPAD, l'alerte de pollution oblige les résidents et les personnels soignants à s'adapter. Ça se passe bien. Ici, personne ne sort et les fenêtres restent closes. Nous anticipons, nous évitons complètement des efforts intenses dans une journée telle que celle-ci qui est classée quand même à risque très élevé. Par exemple, nous avons au sein de l'établissement un espace de déambulation qui permet aux résidents en toute sécurité de circuler intempestivement. Ce parc peut accueillir pas loin de 40 résidents. Eh bien, ce sont 40 résidents qui seront obligés de rester tranquillement dans leur unité pour ne pas faire cet effort. Certains sportifs s'entraînent quand même, mais adaptent leurs exercices. On a été obligé de garder un petit peu tout le monde dans la salle et on a adapté en fonction du pic de pollution du jour. On augmente le temps de récupération, on essaie de ne pas monter trop au niveau cardio, donc diminuer un petit peu l'intensité des WOD et favoriser un petit peu plus la récupération, puisque pour certaines personnes, si elles font des allergies ou elles sont asthmatiques, ça leur permet de récupérer un petit peu plus vite. Pour les familles avec enfants, la brume de sable est plus compliquée à gérer. Cette grand-mère voulait tout de même faire prendre l'air à ses petits-enfants sur le front de mer. Je disais aux enfants qu'on n'allait pas rester longtemps. Parce que le fait de voir que je sors de là où j'habite à Saint-Thierry dans un immeuble et je descends sur le Malécon avec eux, histoire de sortir de la maison, quoi. Et je vois que la qualité de l'air elle est vraiment mauvaise et ma langue même me pique. La population prend plus ou moins au sérieux ce pic de pollution et pourtant l'ARS livre des recommandations sur l'attitude à adopter en conséquence. Pour ce qui est de la population générale, en fait, c'est surtout des recommandations en lien avec tout ce qui est activité physique, donc d'éviter d'avoir des activités physiques intenses, surtout notamment les compétitions sportives, etc. Et puis également, si jamais cette population présente des problèmes de gêne cardiaque ou respiratoire, à ce moment-là de consulter ou son pharmacien ou son médecin traitant ou même d'appeler le 15. En revanche, pour les populations donc, qui sont plus vulnérables, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, puis les personnes qui ont déjà des pathologies chroniques cardiovasculaires et respiratoires, à ce moment-là, c'est effectivement d'éviter de faire des déplacements et en cas de gêne ou de renforcement dans leurs symptômes, à ce moment-là, de aussi consulter leur médecin ou le SAMU. L'alerte de pollution devrait être levée demain matin. Toujours aucune amélioration de la qualité de l'air. L'indice du jour était de 10 sur 10. L'air était jugé de qualité très mauvaise. Demain, légère amélioration avec un indice de 7 sur 10, soit une qualité de l'air jugée très médiocre. Reconversion pour 4 jeunes Guadeloupéens au parcours très atypique. Ils partagent une envie commune, le désir de servir sur le drapeau tricolore. Une envie que l'armée de l'air leur a permis d'assouvir. Ils ont signé ce matin au Centre de formation et de recrutement des forces armées à Gerbaud leur contrat d'engagement. Loïc Régis les a accompagnés. Regardez. À 21 ans, Ludivine s'engage enfin dans l'armée. Elle suivra d'abord une formation d'auxiliaire de vie, puis embrassera le métier pour les 4 prochaines années. La rigueur, l'uniforme, la jeune femme a toujours voulu intégrer ce corps depuis son jeune âge.
J'ai voulu me lancer au RSMA, mes parents n'ont pas voulu que je suive ce circuit, ont plutôt voulu que je passe en général. Donc j'ai passé un bac L, après le bac comme tout le monde, je suis partie en métropole. J'ai commencé une licence en psychologie, ça s'est un peu mal passé, je suis rentrée en Guadeloupe. Déjà quand j'étais en métropole, je me suis dirigée vers un CIRFA à l'armée de terre. Bon, j'avais un peu pris les informations, je suis revenue en Guadeloupe. Arrivée en Guadeloupe, au bout de quelques mois, je me suis lancée, je suis arrivée au CIRFA et j'ai dit voilà. Un aboutissement, le sentiment est partagé par Michael. Lui s'apprête à devenir pompier. À l'aube de ses 30 ans, cet engagement représente pour lui un nouveau départ. Alors avant, j'étais sans emploi, mais j'ai un diplôme de charcutier traiteur et agent de restauration polyvalent. La charcuterie traiteur, c'était une option B. Et depuis l'âge de 20 ans, j'avais toujours envie d'être militaire et pompier. Donc je me suis renseigné, j'ai vu que dans l'armée de l'air, il y avait possibilité d'être pompier. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce choix de carrière implique de grands changements dans sa vie privée. Je suis parti pour 20 ans maximum. Ma petite fille va rester en Guadeloupe et ma mère aussi. Donc dès que j'aurai l'opportunité, je vais descendre en vacances. Sachant que j'ai ma petite fille ici et que je dois partir à 8000 km, donc ouais, c'est un très gros sacrifice, mais que j'accepte et que j'assume. Plusieurs sessions de recrutement sont organisées en Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin. La mission des hommes du CIRFA est de promouvoir les métiers de l'armée de l'air. Il y a plus de 50 métiers de niveau 3e jusqu'à Bac plus 5, de 18 à 30 ans. Donc il y a vraiment de réelles possibilités dans beaucoup de métiers comme l'informatique, la mécanique, le secrétariat et plein d'autres. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à venir voir un conseiller en recrutement de l'armée de l'air. Il y a vraiment de la place pour tous les jeunes Antillais. Pour la Martinique, la prochaine session de recrutement aura lieu en octobre. Les jeunes Guadeloupéens s'envolent dès ce soir pour l'Hexagone. Ils intégreront dans la foulée leur base de rattachement. Les salariés de la clinique Sainte-Marie sont sous perfusion. Le pronostic vital de l'établissement privé de soins est engagé et c'est au compte-gouttes que les informations parviennent aux agents. Ce soir, l'avocat du comité d'entreprise de la clinique Sainte-Marie, maître Samy Salamon, est à mes côtés pour nous donner quelques précisions sur la situation. Bonsoir maître. Bonsoir, merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Alors maître, il y a à peu près 2 mois, le tribunal de commerce de Fort-de-France a été saisi en vue d'une demande d'enquête. On ne parlait pas encore de redressement judiciaire et pourtant on évoquait déjà une éventuelle procédure de licenciement. On s'y perd un peu là, nous en sommes où avec la clinique Sainte-Marie? Alors effectivement, comme vous le dites, on peut s'y perdre un petit peu, notamment au regard des dernières déclarations du directeur régional qui a motivé le communiqué de presse effectivement, que nous avons rédigé avec le bâtonnier Constant, qui est également l'avocat du comité d'entreprise de la clinique Sainte-Marie. Alors, avant d'évoquer l'actualité, je vais faire effectivement un petit zoom arrière par rapport à la procédure. Et c'est assez important, le contexte est extrêmement important. Parce qu'on a entendu plusieurs choses, plusieurs sons de cloche, des choses ont été dites, d'autres ont été contredites. Donc oui, si on peut je vais essayer de donner des éléments le plus concrets possible selon la chronologie de la procédure. Effectivement, au mois de mars 2018, le parquet de Fort-de-France a saisi le tribunal mixte de commerce pour demander qu'une enquête soit faite pour savoir si la clinique était en cessation de paiement. C'est le préalable à l'ouverture d'une procédure collective. Il y a eu une audience le 15 mai 2018 avec la direction de la clinique, mais également la direction régionale. J'ai été également présent en tant que représentant du comité d'entreprise, avocat du représentant du comité d'entreprise. Et ce qui est particulier et singulier, c'est que c'était il y a 2 mois. À ce moment-là, la direction s'est opposée à une enquête en assurant un certain nombre de garanties du bon état financier en expliquant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'il n'y avait même pas lieu qu'il puisse y avoir une enquête en vue de savoir si la clinique était en cessation de paiement. Le comité d'entreprise a suivi le procureur pour qu'il y ait une enquête dans un besoin et dans une demande de transparence pour que la lumière soit faite sur les conditions, la situation économique de la clinique. Étant précisé que le comité d'entreprise, depuis pas seulement quelques semaines, mais depuis des années, alerte sur la dégradation des conditions sociales, sanitaires, hygiéniques. Et d'ailleurs, l'ARS, dans une inspection récente, a donné raison, effectivement, au comité d'entreprise, sachant qu'il y a eu aussi des décès effectivement suspects. Donc ça fait depuis des années que le comité d'entreprise demande des éléments, des promesses sont faites par la direction qui ne sont pas tenues. Donc le comité d'entreprise a demandé l'enquête. Ce qui est particulier,
c'est que, donc, il y a 2 mois, la direction assurait qu'il n'y avait absolument pas de cessation de paiement. Le 30 juillet, le comité d'entreprise a été destinataire de 2 convocations à des réunions exceptionnelles. Une le 31 juillet avec ordre du jour cessation de paiement, à savoir que la direction a annoncé au comité d'entreprise d'avoir déposé le bilan avant même, une annonce officielle, avant même justement qu'il puisse y avoir le résultat de l'enquête, puisqu'un juge commissaire, l'enquête ça permet de proposer des solutions, de faire le point. Et un juge commissaire avait été désigné et une date, le 11 septembre, avait été fixée pour qu'on puisse faire le point. Donc avant même, court-circuitant cette procédure d'enquête qui avait été demandée par le comité d'entreprise, annonce de cessation de paiement, premier point. Mais encore plus singulier, le même jour, le comité d'entreprise est destinataire d'une convocation avec pour ordre du jour, même pas projet, licenciement économique, mise en place d'un licenciement économique. C'est la première phase du processus, donc c'est concret, avec une note explicative, une note unilatérale de l'employeur, intitulée « Licenciement économique », août 2018, de 40 pages, avec le prévisionnel, les modalités, 29 postes supprimés. Et dans le même temps, on entend sur les ondes qu'il n'y a pas de licenciement annoncé. Donc, ils se contredisent finalement. Mais l'inquiétude du comité d'entreprise, déjà, quand ils ont appris cette convocation, il se trouve qu'on a demandé un report le 3 août de la réunion du comité d'entreprise pour des raisons de forme. La convocation était irrégulière. On s'est présenté pour demander le report qui a été accepté. 10 minutes ou quelques minutes avant le report, on entend le directeur régional à la radio préciser qu'à ce stade, il s'en remet à la procédure de redressement judiciaire devant le tribunal mixte de commerce et qu'il n'y a absolument pas de projet de licenciement économique et que les salariés n'ont pas à être inquiets. Au même moment où il y avait la réunion avec pour ordre du jour modalité de licenciement économique. Donc effectivement, à ce moment-là, vous avez des demandes de transparence en veine sur des éléments officiels et les seules informations qui sont données sont contradictoires. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une prochaine rencontre qui est prévue? Absolument. Aujourd'hui, on attendait donc une convocation régulière. Il se trouve qu'aujourd'hui, les membres du comité d'entreprise ont été destinataires d'une convocation pour le 14 août. Alors c'est quoi l'objet de cette convocation? Licenciement économique. Donc là, c'est acté? C'est acté. Donc c'est acté. Il y a effectivement les modalités. C'est le premier, on va dire que c'est le premier terme du processus. Voilà. Donc l'employeur va réunir le comité d'entreprise. Alors combien de personnes sont concernées par pour l'instant 29 postes. 29 postes. D'accord, très bien. D'après vous, selon vous, qu'est-ce qui fragilise, qu'est-ce qui a fragilisé le fonctionnement de cet établissement? Pourquoi on en est là, selon vous? Encore une fois, depuis, on attend effectivement déjà que l'employeur nous communique un certain nombre d'informations. Que vous n'avez toujours pas à ce stade. Que nous n'avons toujours pas. L'enquête aurait pu, si vous voulez, le permettre. Donc, on demande effectivement aujourd'hui à l'employeur de s'expliquer, puisque nous, on va demander une expertise comptable. Quand je dis nous, c'est le comité d'entreprise, pour que la lumière soit faite. Parce que ce serait éventuellement un problème de gestion alors. On attend de savoir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on a été étonné effectivement des garanties qui ont été proposées devant le tribunal mixte de commerce. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui, en 2 mois, a fait évoluer la situation. Alors, je ne veux pas avancer par rapport à l'employeur, il va peut-être évoquer 2 choses. La question de la fermeture de l'activité de la maternité. Sur cela, je dirais simplement 2 choses. C'est une suspension à titre conservatoire. Donc, c'est pas une... Et si le service de maternité est suspendu, c'est en raison des fautes de l'employeur qui n'étaient pas aux normes. Ça, c'est le premier point. Deuxième faute, c'est que la suspension à titre conservatoire serait levée si l'employeur se mettait aux normes. Et l'employeur ne peut pas se prévaloir de sa propre faute pour justifier d'un licenciement économique. Deuxième point, et ça on va attendre, parce que le comité d'entreprise souhaite de la transparence et ne veut pas être pris en otage. Peut-être que l'employeur va invoquer le fait que ça permettrait d'éviter une liquidation judiciaire. Mais sur ce point, je rappelle qu'il y a 2 mois, quasiment, je caricature un peu, tout allait bien. Mais par ailleurs, il y a un processus de redressement judiciaire qui permet normalement un plan de continuation avec des gens qui travaillent là-dessus, qui dure 6 mois, le plan de continuation qui peut être prolongé de 6 mois. On essaie de trouver toutes les solutions possibles pour éviter l'extrémité, l'absolue nécessité d'un licenciement collectif. Et au terme de ce plan de continuation... Mais maître, avec tous ces éléments, est-ce qu'on peut envisager dans les semaines à venir la fermeture définitive de la clinique Sainte-Marie?
C'est quand on entend les différentes étapes et le manque de transparence, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent surgir et puis on se retrouve face à une fermeture définitive? Non, ça, je pense que c'est une menace. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté. Et le comité d'entreprise souhaite éviter une liquidation. Évidemment, c'est l'intérêt des salariés qui prime. Simplement, on ne peut pas être pris en otage. Ce serait totalement contradictoire avec justement les documents qui ont été fournis au tribunal mixte de commerce il y a 2 mois. Et par ailleurs, avant la liquidation, il y a une procédure de redressement avec des solutions qui peuvent être faites. Donc nous, on considère que cette procédure-là est totalement prématurée en l'état. Elle est prématurée. On a sauté une étape. On a totalement sauté une étape et c'est totalement contradictoire avec ce qu'a invoqué la direction régionale. J'ajoute également qu'on va demander un certain nombre d'éléments à la direction sur le plan martiniquais, mais également au niveau du groupe. Parce que la cause économique d'un licenciement, ça s'analyse au niveau de l'établissement, mais également au niveau du groupe CAPA. Donc nous demanderons le maximum d'éléments, le maximum de transparence à la fois sur la comptabilité, sur le budget, sur la destination des investissements qui ont été promis devant le tribunal mixte de commerce au niveau de la Martinique, mais également au niveau du groupe CAPA. Et pour l'instant, nous n'avons pas ces informations. Pour finir, parce que le temps est court et c'est vrai que le dossier est long, dans quel état, en tout cas, quel est le moral aujourd'hui des agents? Alors, je ne peux pas parler au nom de l'ensemble des salariés, mais il est évident, je pense déjà qu'il y a un manque d'informations. Donc, à partir du moment où on envisage un licenciement économique, c'est une source d'inquiétude. Et quand on brandit la menace éventuelle d'une liquidation judiciaire, c'est une source d'inquiétude. Je dis que ça reste prématuré et que, en tout cas, l'état d'esprit du comité d'entreprise, c'est un état d'esprit combatif, un état d'esprit, à savoir, qui acceptera de discuter, évidemment de trouver des solutions. C'est ça le but. Ils sont ouverts à la discussion. Ils sont ouverts à la discussion à partir du moment où on leur donne des informations qui ne sont pas contradictoires. À partir du moment où la confiance règne, le comité d'entreprise, effectivement, travaillera évidemment dans l'intérêt des salariés de la clinique Sainte-Marie. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à mes questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Sport maintenant. Dans 1 heure, le club franciscain va disputer au Costa Rica le match retour des 8e de finale de la Ligue CONCACAF. Mercredi dernier, les hommes de Dominique Jean remportaient la première manche en s'imposant 1-0 face à l'équipe du Nicaragua. Leur séjour au Costa Rica a mal commencé puisque les valises des joueurs ont été égarées. Mais ces derniers ne veulent pas se laisser déstabiliser et comptent bien marquer ce soir. Partons maintenant en Guadeloupe avec du cyclisme et cette belle progression de l'équipe martiniquaise. Pour cette 5e étape, elle a tenté une grosse échappée autour de la ville des Abîmes. À 4 Martiniquais en tête de course, ils sont rattrapés à seulement 30 km de l'arrivée. Willy Roseau est 9e au classement général. Ces 155 km autour des Abîmes ont été remportés en solitaire par le maillot jaune Michael Guichard. Demain, jeudi, la 6e étape de 160 km se jouera entre les Abîmes et Vieux Habitants. Sport toujours, mais cette fois loin des compétitions. C'est sur la plage de la Pointe-Marin que la Ligue de tennis de Martinique a repris son traditionnel Tour des plages, un moyen de faire découvrir la discipline, quel que soit l'âge des participants. Loïc Régis a saisi la balle au bon. Regardez. Pendant ce mois d'août-là, on a décidé de reproduire l'opération, d'aller sur plusieurs plages. Donc on était à Madjana samedi. Aujourd'hui, on est à la Pointe du Marin. Ce week-end, on sera sur notre plage. Et pendant tout le mois d'août, on va vraiment profiter du beau temps, du soleil, de la chaleur, pour vraiment faire découvrir ce sport à nos compatriotes, qui s'est quand même inscrit dans la culture sportive en Martinique. Mais il faut vraiment faire un travail de fond, permettre à tous les jeunes, à tous les anciens, à tout le monde, à tous les Martiniquais de découvrir et de pratiquer. C'est ça le plus important. Il y a 2 publics. Il y a un public qui suit un peu l'actualité beach tennis qui vient, mais après on rencontre pas mal de gens qui sont un peu étonnés, qui connaissent un petit peu, mais qui n'ont jamais pratiqué. C'est ce nouveau public-là qu'on veut on veut un peu obtenir, qu'on veut un peu voir à l'œuvre. Et ça se passe bien, ils adhèrent de suite, ils s'amusent et on passe de belles journées. Ça tourne toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes et c'est magnifique. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes.
Ce soir, je vous propose d'embarquer avec Hubert Bornil à bord d'une voiture avec un chauffeur, un VTC. Une initiative de Nicolas Alexandre, un jeune entrepreneur en situation d'handicap. C'est le meilleur du JT des communes et c'est tout de suite au Lamentin. Regardez. J'ai décidé de me faire conduire aujourd'hui, conduite de personnalité, d'artiste, ça se passe comme ça dans son véhicule, c'est calme, on est tranquille, il y a le confort, quelques boissons fraîches pour la route, voilà. Nicolas Alexandre, c'est ce jeune trentenaire en situation de handicap, certainement inspiré par le système Uber Pop et qui lance son projet de véhicule de transport avec chauffeur, le VTC. J'ai choisi être chauffeur VTC parce que quand j'étais jeune, je voulais conduire des personnes de la société. C'est après un licenciement économique que l'idée lui est venue. Avant, il travaillait comme chauffeur de poids lourd. Chauffeur VTC, ça réclame faire la formation de 3 mois qui se passe en France, en métropole. Et ici, ça fait 1 an, ça commence à se développer. L'idée semble séduisante, cependant l'homme doit se battre pour faire aboutir son projet. Pour le moment, je suis en difficulté par rapport financièrement en difficulté. Mais si j'arrive à trouver une solution, je lance le projet et j'ai mes clients qui m'attendent. Son père l'a aidé pour le véhicule, mais c'est au niveau de l'administration que les choses semblent se compliquer. Il faut dire que le système VTC n'est pas encore entré dans les mentalités ici. Là-bas, à cause de Uber, les taxis voient mal, mais non, il faut comprendre que les VTC sont avec les taxis et on peut travailler ensemble si on peut travailler ensemble. Mais merci Nicolas. J'ai eu un bon voyage. Ça a été bien sympathique. Et puis, on s'appelle pour la prochaine, à mon retour. À bientôt. Information pratique maintenant avant de refermer cette édition. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h au centre commercial Carrefour Génipa à Ducos. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kitzmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. C'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Pollution de l'air, protéger les plus fragiles. La procédure d'alerte passe au niveau 2. L'Agence régionale de santé donne ses recommandations. Ils sont motivés, jeunes et veulent servir sur le drapeau tricolore. 4 Guadeloupéens ont signé un contrat d'engagement avec l'armée de l'air ce matin. Après l'annonce d'une éventuelle procédure de licenciement collectif, les agents hospitaliers de la clinique Sainte-Marie sont dans l'attente. Ils réclament plus de transparence de la part de leur direction. Leur avocat était sur notre plateau ce soir pour en parler. Enfin, le club franciscain est au Costa Rica pour jouer le match au retour des 8e de finale de la CONCACAF. Le coup d'envoi est maintenant dans 1 heure. Restez avec nous tout de suite après votre journal, l'actualité nationale et internationale avec vos confrères de BFM TV. À 20h, votre magazine de société Zone Interdite, présenté par Ophélie Meunier. Demain, c'est Loïc Régis qui vous présentera la tranche d'information locale dès 18h50. Quant à moi, j'aurai grand plaisir de vous retrouver dès lundi prochain à 18h50 pour les titres. Bonne fin de soirée sur ATV.